Bonsoir à tous. Alors, moi je vais vous présenter, je vais vous faire un cours rapide de l'EMG, qui est souvent un truc un peu mystérieux où les gens ne savent pas trop de quoi on peut attendre d'un EMG. Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses en EMG. Alors, ça va se présenter comme ça. Je vous ai fait 4 morceaux. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'est le seul examen qui permet d'examiner correctement la fonction du système nerveux périphérique. Bien sûr, on peut faire des échographies, des IRM de plexus, de nerfs, mais bon, la fonction du nerf, c'est quand même l'EMG. Comment ça se déroule un EMG? Quel est l'intérêt du coup de l'EMG et quelles sont les limites? Alors, le système nerveux périphérique, déjà, va falloir qu'on refasse un petit rappel d'anatomie, d'où ça part, jusqu'où ça va. Donc bien sûr, déjà, on va pouvoir explorer la partie motrice. La partie motrice en EMG du système nerveux périphérique, ça commence à partir du noyau du deuxième motoneurone qui est situé soit dans le tronc cérébral, soit dans la moelle épinière. Ensuite, en pathologie, typiquement l'atteinte motoneuronale qu'on connaît tous, et malheureusement c'est la SLA. Ensuite, ça passe par la racine nerveuse. Donc voilà, la pathologie typique, c'est les hernies discales, le canal lombaire étroit, le canal cervical étroit. Ensuite, on peut avoir une atteinte du plexus brachial, lombosacré. Donc typiquement, c'est les AVP et notamment les AVP moto. Alors ici, en voiture, ils sont capables de le faire parce qu'ils ne sont pas attachés. Mais en moto, c'est vraiment le guidon qui claque comme ça qui va venir faire arracher, étirer le plexus brachial. Après, ça peut être un tronc nerveux qui peut être touché, un seul, syndrome canalaire, typiquement le canal carpien, ou plus diffus, les polyneuropathies, les multinévrites et compagnie, on va en parler juste après. Donc, le faisceau pyramidal, il y a 2 motoneurones, un qui appartient au système nerveux central, qui va du cerveau et qui descend jusqu'au tronc cérébral pour les nerfs crâniens et qui descend jusqu'à la racine antérieure de la moelle épinière. Là, si vous avez une atteinte, vous avez le syndrome pyramidal. Réflexe vif, les réflexes qui diffusent, le Babinski, la trépidation épileptoïde du pied. Et si c'est le deuxième motoneurone, donc on est à la jonction de la corne antérieure de la moelle épinière et ensuite c'est tout le nerf. Les réflexes sont diminués ou abolis. Et on a une amyotrophie. En schéma, ça ressemble à ça. Central à gauche, périphérique à droite. Gyrus précentral, c'est là, qui commande tout notre corps. Qui descend, capsule interne, dans le tronc cérébral et qui va commander les nerfs crâniens, donc le nerf 7 pour la partie motrice, les nerfs bulbaires pour la déglutition, pour la langue, pour le trapèze. Et puis si ce n'est pas le visage qu'on veut commander, ça continue de descendre et ça va descendre dans la moelle épinière où ça va faire relais avec le système nerveux périphérique qui est ici. Racine motrice, le nerf, jusqu'au muscle. Ça c'est un petit rappel. Donc juste pour rappel, au niveau du bras et de la jambe, toutes les racines motrices vont s'entremêler pour former le plexus brachial et le plexus lombosacré qui, chaque morceau va donner tous les nerfs qui vont commander votre bras. Voilà tous les nerfs moteurs que je peux explorer au CHT. On en a beaucoup. Au niveau des nerfs crâniens, on a le nerf 7 qu'on peut faire, le nerf facial, le nerf accessoire sur le trapèze. Après, en dessous, le nerf phrénique qui commande le diaphragme, le nerf thoracique long qu'on ne fait pas si souvent, c'est celui qui vous permet de commander le muscle grand dentelé qui plaque l'omoplate sur le thorax. On ne le fait pas souvent. Et après, on a tous ceux du membre supérieur, nerf axillaire pour le deltoïde, le nerf musculo-cutané pour le biceps brachial, nerf radial qui commande globalement tous les muscles extenseurs du bras, le nerf ulnaire qui permet de faire ça et de plier les 2 derniers doigts et d'écarter les doigts. Et le nerf médian, flexion du carpe et abduction du pouce, comme ça, essentiellement. Donc ça, c'était la partie motrice du système nerveux périphérique. Bien sûr, il y a la partie sensitive. Partie sensitive, vous avez toujours votre moelle épinière. Ici, on a la racine motrice et donc juste en postérieur, on a la racine sensitive qu'on reconnaît parce qu'il y a un ganglion rachidien ici, postérieur.
Et donc, en EMG, on explore du ganglion jusqu'à la peau. C'est-à-dire que cette partie-là du nerf sensitif n'est pas explorable en EMG, mais en vrai, ça nous arrange bien. Pourquoi ? Parce que dans toutes les polyneuropathies, sur une atteinte, un syndrome canalaire, la sensitive va être touchée. Mais dans la hernie discale, l'atteinte radiculaire, le patient, lui, il a une plainte sensitive. Et moi, j'ai l'atteinte éventuellement motrice de la racine, mais la sensitive est toujours normale parce que l'atteinte, elle est avant le ganglion, la hernie discale. Si elle écrabouille la racine sensitive, elle l'écrabouille par ici. Et moi, j'explore qu'à partir de là. Donc, c'est caractéristique. Quand la sensitive est normale, je suis sûre que ça va être une atteinte radiculaire. Voilà tous les nerfs sensitifs qu'on peut tester. Il y en a beaucoup. Au niveau de la face, c'est simple, il n'y en a qu'un seul, c'est le nerf trijumeau. Et après, on teste surtout à partir de l'avant-bras et surtout à partir de la jambe. On peut en faire un sur la cuisse, qui est le cutané latéral de cuisse. Mais honnêtement, le diagnostic, il est clinique. Les méralgies paresthésiantes. Donc le patient qui a une hypoesthésie ici, soit parce qu'il est trop gros et qu'il a une ceinture qui est trop serrée, qui dit en général trop gros, dit que ça va être un nerf qui va être quand même très compliqué à chercher. Donc il n'a pas un énorme intérêt sur l'étude en EMG. Donc on a fait le nerf, la partie motrice, la partie sensitive. On arrive à la jonction neuromusculaire, qui se teste également en EMG. Donc juste pour un mini rappel, quand vous avez un potentiel d'action suffisant pour stimuler la fente synaptique, vous allez avoir une libération des vésicules d'acétylcholine dans la fente synaptique. L'acétylcholine se fixe sur les récepteurs à l'acétylcholine au niveau de la fente post-synaptique, ce qui va entraîner une contraction de la fibre musculaire. Typiquement, la maladie classique de la fente synaptique, c'est la myasthénie. Vous en avez d'autres. Botulisme, j'en ai encore jamais eu. J'ai hâte, entre guillemets. Mais j'en ai jamais eu encore. Lamber-Eaton, c'est très rare. C'est dans le cancer du poumon. C'est très, très rare. Et enfin, on arrive au bout du système nerveux périphérique avec les muscles. L'atteinte typique, c'est la myosite. Et puis, vous avez pas mal de maladies génétiques aussi qui peuvent toucher le muscle et qu'on peut tester. Comment va se passer l'EMG ? En général, il y a deux temps. Il y a la partie stimulation. On utilise un stimulateur électrique. On va se mettre sur le nerf qui nous intéresse à tester, moteur, sensitif, et on va recueillir l'information. On explore toujours les deux côtés. Donc ça me fait toujours sourire quand vous me demandez un EMG du bras droit. En vrai, non, les deux bras seront faits. On est toujours en étude comparative. On va choisir ce qu'on veut explorer. Soit c'est un problème que de bras, je vais faire les deux bras. C'est un problème que de jambes, je vais faire les deux jambes. Et c'est un problème plus diffus, bien sûr, je vais faire les 4 membres. Après, on a la partie détection qui n'est pas systématique, mais quasi systématique. C'est là où on va utiliser une aiguille. On va se mettre dans le muscle et on va écouter comment le muscle fonctionne. On a 2 temps d'analyse, le repos et la contraction. Et plus ou moins, selon pourquoi vous m'adressez le patient, je peux rajouter certaines analyses qui ne sont pas du tout automatiques. Comment comprendre les valeurs? Parce que je pense que vous lisez que la conclusion, ce qui est normal. Donc déjà, il y a 2 mots-clés, atteinte axonale, atteinte démyélinisante. Axonale veut dire que l'amplitude va réduire. L'atteinte démyélinisante, c'est tout le reste. Allongement de la latence distale motrice, ralentissement, abolition des ondes F, ralentissement des vitesses de conduction, bloc de conduction, dispersion temporelle. C'est des mots qui vous paraissent sûrement très abstraits. Ça veut dire ça. La latence distale motrice, là j'envoie alors ça c'est un nerf médian. Ça c'est moi, ça c'est mon infirmière. Là je suis sur le nerf moteur médian. Je mets mon recueil sur l'abducteur du pouce qui vous permet de faire ça. Je stimule le nerf au poignet et après je le stimule au coude. Ce qui va me permettre d'obtenir 2 réponses. La latence distale motrice, c'est le temps que va mettre le muscle à se contracter à partir du moment où j'ai lancé la stimulation électrique. Donc c'est ce temps-là, latence distale motrice. L'amplitude, ça c'est pas compliqué, c'est ça. Et la vitesse de conduction, tout simplement, là je vais mesurer la distance entre mes 2 points de stimulation. Et la machine va être gentille, va me faire le calcul tout seul et va me calculer la vitesse de conduction.
motrice. Les ondes F, ça c'est un truc, vous ne savez pas ce que ça veut dire parce qu'on a oublié. Les ondes F, même principe, je suis toujours sur mon nerf médian, je stimule au poignet, je vais obtenir, j'envoie mon coup d'électricité ici, j'obtiens une réponse directe. La réponse motrice, c'est la même réponse que je vous ai montré la page d'avant. Mais le nerf, c'est un câble électrique qui va, donc l'électricité va remonter aussi le long du nerf vers la moelle épinière et va redescendre après. C'est ça les ondes F. Donc là, le coup d'électricité, il est parti comme ça. J'ai une réponse directe et j'ai une réponse indirecte. Il faut suivre les petites flèches. Hop, ça monte et puis ça redescend. Et donc, c'est ça mes ondes F. C'est ce truc-là. C'est des petites ondes. Vous voyez que c'est pas aussi joli que la réponse directe. C'est normal. Ça tombe pas tout le temps au même endroit. Il faut beaucoup plus de temps pour les obtenir. Là, la latence, elle est à 4 pour la réponse directe. La latence pour les ondes F, c'est 30 millisecondes. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est normal. À quoi ça sert? Ça sert à explorer la partie proximale du nerf. Si je voulais stimuler à cet endroit-là, il faudrait que j'utilise une machine qui s'appelle un digitimer, qui est une machine d'un autre temps, qu'on mettait ici et on balançait des coups d'électricité, des décharges électriques sur la racine. Ça fait horriblement mal. Et donc, on a inventé une autre technique pour pouvoir regarder comment fonctionne cette partie du nerf. Les ondes F. Ça, c'est la partie sensitive du nerf médian. Donc le nerf médian, il alimente le pouce, l'index et le majeur et la moitié du 4e doigt. Donc on se met par convention toujours sur l'index et on stimule toujours au poignet. Là, vous avez l'exemple typique d'un beau canal carpien. À gauche, tout va bien. Regardez comme il est beau, bien pointu. Ça mesure là 27 d'amplitude. À droite, c'est tout raboté, ça ne mesure plus que 9,8 et c'est très lent. Donc ça, c'est typiquement un beau canal carpien. Ça va pour l'instant. Donc ça, c'était la partie stimulation d'un nerf moteur, d'un nerf sensitif. La détection. Donc je vous avais dit qu'il y avait 2 phases d'analyse. La partie au repos. Normalement, j'insère mon aiguille. Le muscle va me répondre puisque je fais pénétrer une aiguille à l'intérieur de lui. Mais ensuite, normalement, je n'ai absolument plus rien qui se passe. Le muscle est parfaitement au silence. Si j'ai une atteinte d'un nerf active, qu'il faut vraiment qu'il se passe un truc aigu sur le nerf, ou une atteinte du muscle, pareil, plutôt actif, je vais avoir des activités spontanées. Si vous lisez les comptes rendus, vous allez voir plein de mots différents. Il y a plein de types d'activités spontanées. Ce n'est pas spécifique du nerf, ce n'est pas spécifique du muscle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi. Ensuite, on va écouter à l'effort, on va regarder comment le patient recrute ses fibres musculaires. Selon le tracé, on va dire que c'est normal, c'est neurogène, le nerf est malade dans ce muscle, ou le muscle est malade. Alors, les vidéos, on va espérer que ça marche. Repos normal. J'insère, c'est silencieux entre le moment où je gigote l'aiguille. Donc ça, c'est un muscle qui répond normalement au repos. Ensuite, activité... Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Si. Ça, c'est ce qu'on appelle des fibrillations. Donc, pour ceux à qui j'apprends à faire de l'EMG, c'est le bruit de la pluie sous la véranda. Fermez les yeux, vous êtes sous une véranda et il pleut. Donc ça, c'est pathologique. C'est pas normal que le patient il ait ça. Soit, donc là, je sais pas dans quel muscle je suis. Donc soit c'est le nerf qui commande ce muscle qui est malade, soit c'est le muscle qui est malade. Au choix. Autre activité spontanée. Ah, c'est mon bruit préféré. Le patient est au repos. Vous avez mis l'aiguille et ça fait ça. Donc là, il y a une unité motrice qui est entraînée toute seule et qui décharge, 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 décharge. Donc ça, c'est très pathologique. C'est pas normal d'avoir ce bruit-là, bien sûr. Donc là, vous avez la version lente. Ça roule tout doucement. Vous avez la version rapide qui ressemble à une mouche.
ma mouche, elle est où? Non, ma mouche. Voilà, la mouche. Bzzz. Ça, c'est bien sûr très pathologique aussi. C'est une mouche rapide. Donc ça, c'est le repos. Voilà ce qu'on peut avoir comme type d'anomalie. Donc ça, quand on a ça, on est tout fou. Ensuite, à l'effort. Ça, c'est mon propre muscle. C'est mon muscle tibial antérieur droit piqué cet après-midi parce que sinon, j'avais pas beaucoup de tracé normal. Donc là, je fais un effort de rien du tout. Je relève un peu mon pied. Je commence à vraiment forcer beaucoup. Donc ça, c'est un recrutement qui est normal. On a quelques unités motrices au départ. Quelques unités motrices, je vais augmenter l'effort, ça va se recruter de plus en plus et ça va s'accélérer. Donc ça, c'est un tracé normal. Tracé neurogène. Le nerf de ce muscle-là est malade. On voit la différence. Vous avez un manque d'unités motrices. Les grands bâtons, là, tout blancs, qu'on appelle des pumes entre nous, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très espacés. Et ils sont très grands aussi. Ils sont beaucoup plus grands que les miens. Donc ça, c'est un muscle qui a subi une attaque nerveuse. Enfin, pour finir, le myogène. Alors au passage, vous avez entendu ce qui est passé. Ça, c'est une activité de repos aussi, qui a été déclenchée par l'effort, mais c'est quand même une activité de repos. Là, la différence, vous avez l'impression que ça va, le tracé, il est riche. Il y a pas mal de petits potentiels. Là, on est plutôt content. Le patient, je suis dans son biceps brachial. À ce moment-là, pour avoir un tel tracé, il fait ça. Il fait rien du tout. C'est pas normal sur un truc comme ça, un effort aussi faible, qu'on ait autant de potentiel qui apparaissent. Ça, c'est typique du myogène. Alors, quel est l'intérêt de l'EMG? Bon, vous m'avez compris, déjà, ça va être de savoir où se passe le problème dans le système nerveux périphérique. Est-ce que c'est le nerf? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est que les nerfs moteurs? Est-ce que c'est que les nerfs sensitifs? Où est l'atteinte? Est-ce que c'est la jonction neuromusculaire qui est malade? Est-ce que c'est le muscle qui est malade? Ensuite, ça va nous permettre d'évaluer la gravité, à quel point le nerf est malade, ou le muscle est malade. Et éventuellement, de proposer une indication chirurgicale si on a un seul nerf qui est touché. Alors, où est l'atteinte? Si c'est une atteinte nerveuse, est-ce qu'il y a un seul nerf? C'est ce qu'on appelle une mononeuropathie. C'est typiquement le syndrome canalaire. Un nerf qui passe dans un endroit, il se fait comprimer à cet endroit-là. Est-ce que c'est le plexus qui est malade? Est-ce qu'il y a plusieurs nerfs de toucher? Du coup, est-ce que c'est une mononeuropathie multiple, anciennement multinévrite? On va redétailler après ce que ça veut dire tout ça. Est-ce que c'est une polynévrite, une polyneuropathie longueur dépendante? Est-ce qu'elle est axonale? Est-ce qu'elle est démyélinisante? Est-ce que c'est une polyradiculonévrite? Polynévrite et vous rajoutez l'atteinte des racines en plus. Si c'est aigu, c'est ce qu'on appelle un Guillain-Barré. Si c'est chronique, c'est une PRNC. Est-ce que c'est une neuronopathie sensitive, c'est-à-dire une atteinte des ganglions rachidiens postérieurs? Est-ce que c'est une neuronopathie motrice, c'est-à-dire une atteinte uniquement du deuxième motoneurone? Enfin, est-ce que c'est une atteinte d'une racine? Normalement, à l'EMG, on est capable d'arriver à faire la différence entre tout ça. Ça, c'est un petit tableau, je vous laisserai le lire, où il y a tous mes tableaux que je vous ai décrits, là, de type d'atteinte des nerfs, avec les principales causes en dessous. Alors, on va commencer par la mononeuropathie. Il y a un seul nerf de toucher. Ça, c'est les nerfs sensitifs qui alimentent le bras gauche, pardon. Ici, nerf axillaire. Là, c'est le cutané, latéral, médial de l'avant-bras. Le médian, l'ulnaire et à l'arrière, c'est le radial. Là, on a pareil pour la jambe. Donc, nous, on s'intéresse surtout à partir de pas de tout le membre inférieur, mais surtout de la jambe. Sur le côté, c'est le nerf fibulaire, ou nerf musculo-cutané pour les plus anciens. Le talon, c'est le nerf sural. Et à l'intérieur, c'est le nerf saphène interne. Donc, quelles sont les mononeuropathies sur lesquelles vous pouvez tomber? Alors, le canal carpien, c'est obligatoire. Qui n'a pas vu un canal carpien? Ça fourmille dans les 3 premiers doigts, essentiellement le matin au réveil, le patient secoue la main.
S'il serre beaucoup la main, s'il fait du VTT ou il fait de marteau-piqueur, ça va se fourmiller même la journée. Le patient lâche les objets en faisant la vaisselle au fur et à mesure parce que le muscle commence à se faire attaquer. L'ulnaire au coude, typiquement, ça c'est ceux qui jouent, qui ont tout le temps les coudes comme ça. Là. Le nerf, il passe juste là. Ça donne des fourmillements dans les 2 derniers doigts. Et si la motrice finit par se faire toucher, le patient il va avoir des difficultés pour écarter les doigts. La paralysie radiale, la paralysie, 2 cas de figure essentiellement ici, le mec bourré, qui s'est endormi comme ça, comme un soulard sur son avant-bras, et qui a appuyé sur son nerf radial juste ici, qui se réveille avec une main comme ça, où il ne peut plus relever le carpe, il ne peut plus relever les doigts, et il a une hypoesthésie sur le dos de la main. Et sinon, c'est la paralysie des amoureux, ceux qui s'endorment à l'intérieur du bras de leur chéri, et le chéri en question, le lendemain, se réveille comme ça. Autre cause, fracture de l'humérus, un grand classique. Et puis, à la jambe, c'est typiquement, c'est le nerf fibulaire ou SPE, chez les femmes qui croisent les jambes, comme ça, chez les carreleurs, qui sont tout le temps à genoux, et du coup qui vont appuyer sur leur nerf. Et une grande cause, c'est aussi les amaigrissements très rapides, typique chirurgie bariatrique, ou le cancer, où les gens vont perdre 15-20 kilos très 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 vite. En fait, on a été bien fabriqué, on a un petit coussin de gras qui est juste au-dessus de notre nerf, au niveau du col, là. Et en fait, ce coussin de gras, il va se faire dégommer si vous perdez du poids très très vite, brutalement. Et donc là, le nerf peut se mettre à souffrir. Donc voilà, par exemple, ça c'est un exemple typique d'un ulnaire au cou de la dame. Elle vient me voir. En l'occurrence, elle a une sclérose en plaques, mais elle a aussi un problème d'ulnaire au coude. Donc elle a des paresthésies, ici plutôt, donc sur le bord ulnaire de la main. Au niveau moteur, elle n'a pas de déficit moteur. Et quand on teste son nerf, donc ça c'est la partie motrice, ici au poignet, très joli, je monte, on a un bloc de conduction, c'est-à-dire une réduction très importante de l'amplitude par rapport à l'amplitude en distalité. On passe de 15 à 5,8. Donc c'est là, il y a un gros bloc de conduction. Et puis sur la partie sensitive, ici on est à droite, 81 d'amplitude, c'est lui là. Et de l'autre côté, on n'est plus qu'à 10. Donc là, le nerf, il souffre vraiment. Ça, c'est une très bonne indication d'opération. Alors, la mononeuropathie multiple ou multinévrite, ça c'est un truc en général, vu que ça n'a jamais été bien expliqué dans les études de médecine, c'est un truc que personne ne comprend ce que ça veut dire. C'est un infarctus du nerf. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Pourquoi ? Parce que dans notre nerf, il y a des vaisseaux sanguins aussi, et quand ils se bougent, le nerf meurt du coup. Et ça donne une atteinte très, très typique, qui va être asynchrone, asymétrique, c'est très évocateur. Donc quelles sont les étiologies ? Pourquoi on fait un infarctus de nerf ? Parce qu'on est diabétique, c'est la première cause. Deuxième cause, c'est parce qu'on a une vieille vascularite de la médecine interne, donc vascularite à ANCA, les lupus, enfin vous pouvez tous les ANA, les ANCA, tout ça. Et ici, on a la lèpre. Si on est à Bélep et que vous avez une multinévrite, c'est que vous avez une lèpre. Donc, l'atteinte typique, ça commence n'importe où. Ça, c'est de la loterie. Ça peut tomber sur le médian sensitif, comme sur le nerf fibulaire, peu importe. Si vous faites rien, quelques jours plus tard, il y a un autre nerf qui va mourir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est très, très asymétrique. Par contre, si le patient y traîne, tous les nerfs vont mourir, en fait. Donc là, on a une forme, ce qu'on appelle pseudo-polynévrite. Ça ressemble à une polynévrite, mais en fait, si on interroge le patient, il vous dit que ça a commencé par l'ulnaire droit, puis après, ça a fait le pied gauche. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas une polynévrite. C'est une urgence. Une multinévrite, c'est une vraie urgence. Si vous ne faites rien, le patient est fini en fauteuil roulant et très rapidement. Il y a des patients qui perdent des nerfs tous les 2-3 jours. Donc ça va vite. Ça, c'est une magnifique multinévrite. Pourquoi c'en est une ? Alors, ici, hop, vous avez un médian à droite. On est en moteur, là. Médian, il n'est plus qu'à 1 à droite, il est à 8 à gauche. Donc, on est bien asymétrique. C'est bon. Les deux ulnaires sont partis dans la bataille. 0,7, 0,4. Les SPE, le droit résiste, le nerf fibulaire, il résiste. Le gauche est en train de disparaître.
Les sensitifs, c'est simple, il n'y en a quasiment plus. Il reste encore un tout petit bout de médian gauche. Et il reste un tout petit peu de radial. Et tout le reste, NR, ça veut dire non recueilli. Donc là, il n'a quasiment plus aucune sensitive. C'est asymétrique. Ça, c'est une multinévrite. La polynévrite ou polyneuropathie, là, c'est pas du tout le même mécanisme. C'est pas l'artère du nerf qui se bouche. C'est un mécanisme qui est trop toxique. C'est un empoisonnement du nerf. Le plus le nerf est long, le plus il est touché. Donc ça démarre au pied et ça démarre dans les deux pieds en même temps. On n'est pas toxique plus à gauche qu'à droite. On est toxique pareil. C'est donc parfaitement symétrique. Si vous n'arrêtez pas le mécanisme toxique, bah ça continue de monter. Donc ça monte en soquette, puis en chaussette. Et quand ça touche les genoux, ça va commencer à toucher les mains. Pourquoi? Parce que si vous regardez, quand je me mets comme ça, bah, la longueur de ma main, ça tombe à peu près vers mon genou. Donc quand mes genoux sont touchés, les mains commencent à être touchées aussi. Et puis si on n'arrête toujours pas le processus, ben, ça monte en gants, puis en manchette. C'est le plus souvent très sensitif et un peu moteur, c'est la majorité du temps comme ça. Et c'est plutôt des atteintes axonales que démyélinisantes. Si c'est démyélisant, nous, ça nous oriente tout de suite vers certains diagnostics. Donc ça, c'est un diabétique. Les sensitives ici, il n'y en a plus du tout au membre inférieur. Il y en a encore au membre supérieur, elles sortent. Et les conductions motrices, elles sont altérées, mais elles sont toujours là quand même au membre inférieur. Et au membre supérieur, elles sont toujours là. Donc lui, il a bien une polyneuropathie, c'est symétrique, longueur dépendant, il n'y a plus de sensitive au membre inférieur, les motrices sont touchées au membre inférieur, les membres supérieurs sont à peu près encore préservés. Donc là, c'est le moment d'agir. Je vous ai juste fait un petit rappel, parce que souvent, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on fait comme bilan de polyneuropathie. Et c'est toujours ça. Si vous ne m'envoyez pas pour un canal carpien, vous me l'envoyez pour une polyneuropathie. Les multinévrites en médecine générale, bah, vous ne me les envoyez pas tout simplement parce que le patient il est hospitalisé en médecine interne. C'est eux qui me les envoient. À l'interrogatoire, les deux grandes causes, est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il est diabétique? Si oui, depuis combien de temps? Si oui, est-ce qu'il est équilibré? Si oui, est-ce qu'il y a déjà d'autres complications? S'il a déjà une rétinopathie diabétique, vous êtes sûr que les nerfs ils sont flingués aussi. C'est obligatoire. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Il y a des formes génétiques de polyneuropathie. Est-ce qu'il a bien sûr un médicament qui est toxique? Les grands classiques, bien sûr, c'est les chimios, notamment les sels de platine, la thalidomide aussi. Le flagyl, je vous l'ai mis parce que ça donne des belles neuropathies sensitives, le flagyl. Donc un patient qui, vous l'avez mis sous flagyl depuis 2-3 jours et il vient vous voir en disant j'ai les pieds qui brûlent, il faut arrêter vraiment en urgence le flagyl. C'est ça, c'est l'huile coupable. Ça, c'est la recommandation de l'HAS. On cherche le diabète. On cherche s'il y a des signes de carence en vitamine B9, B12 en faisant une hémoglobine, un VGM. On regarde s'il a tendance à picoler ou si il peut avoir une éventuelle hépatite virale avec un bilan hépatique. On cherche l'insuffisance rénale. La CRP, on la cherche surtout pour voir est-ce qu'on a des signes pour un cancer éventuel en dessous. TSH, est-ce qu'elle est augmentée pour une hypothyroïdie? Ça, c'est les recommandations de l'HAS. Les neurologues recommandent d'être un tout petit peu plus, quitte à mettre une aiguille dans le bras, on rajoute automatiquement l'électrophorèse de la protéine plasmatique, des protéines sériques. On rajoute systématiquement la B12 et on fait VIH, VHC. Le Lyme ici, il n'y en a pas. Et dans l'est de la France où j'étais avant, on rajoutait systématiquement le Lyme. Et nous, après, si on a des drapeaux rouges en EMG ou cliniquement, où on voit que c'est bizarre, là, on peut vraiment se lâcher. Ponction lombaire génétique, scan TAP à la recherche d'un cancer, les biopsies des glandes salivaires accessoires pour l'amylose, la recherche de génétique pour l'amylose, biopsie nerveuse. Voilà, on peut en faire, on peut en faire. Et ça, c'est notre partie. La polyradiculonévrite. Alors ça vous arrive par contre. Vous avez parfois le patient il est passé par vos mains et vous l'avez envoyé au Medipôle parce que c'est un début de Guillain-Barré.
L'atteinte typique, c'est ça. C'est un patient, c'est plutôt symétrique. La faiblesse musculaire, elle est plutôt en proximale. Donc les bras, les jambes, il a de plus en plus de mal à marcher. Il a des troubles sensitifs qui remontent beaucoup plus haut qu'une simple polynévrite et qui peuvent toucher le plastron. Juste là-bas. Pourquoi? Parce que les nerfs sensitifs, en fait, ils partent d'ici, ils font tout le tour. Donc c'est la terminaison des nerfs sensitifs qui s'occupent de notre thorax et de notre abdomen qui sont touchés. Et il n'y a plus de réflexe ostéotendineux. Alors quand vous les voyez au tout début, ils ont peut-être juste les achilléens qui ont disparu. Et nous, en fait, le temps qu'ils montent au médipôle, déjà les rotuliens commencent à faiblir. Le lendemain, il a perdu tous ses réflexes. Donc ça, c'est typique d'une PRN. Pardon. En EMG, l'atteinte, c'est plutôt de démyélinisant. Et si le patient, ça vient de commencer, ça s'appelle un syndrome de Guillain-Barré. S'il vous dit que ça fait quelques mois qu'il a de plus en plus de mal à marcher, c'est que c'est une PIDC. Alors ça, c'est un enfant de 3 ans. Ils ont été gentils cette semaine, ils m'ont mis tous les exemples possibles. Ah non, c'était vendredi, lui. 3 ans, trouble de la marche depuis une semaine. Bon, je le passe en EMG. Alors chez les enfants, c'est un peu plus sportif forcément. Donc là, il y a ça là qui doit choquer. Médian droit à 3 ans, il est censé sortir sous mon point rouge, le nerf. Il est là. Donc on a un allongement majeur de la latence distale. Au passage, le potentiel qui est censé faire une belle montagne comme ça, la montagne, elle est toute à plat. La vitesse, 27 de vitesse, c'est très lent. La norme, c'est 50. Donc ça, c'est un Guillain-Barré typique. Et il n'y a plus de sensitive. Bon, ça, c'est sur un Guillain-Barré. Là, je vous montre un de nos patients qui est sous immunoglobuline tous les 2-3 mois, qui a une polyradiculonévrite en forme chronique qui a commencé au mois de janvier, avec des magnifiques blocs de conduction partout. Ça, c'est au poignet, et dès qu'on monte, pouf, bloc de conduction, l'amplitude 10 minutes de plus de 50%, pareil pour les ulnaires, c'est pareil au niveau des membres inférieurs. Alors, un truc que vous avez peut-être jamais trop entendu parler, la neuronopathie sensitive, le no est important. Ça veut dire que c'est une destruction des ganglions rachidiens postérieurs. C'est ceux que je vous ai montrés au tout début, là. L'atteinte, typiquement, elle est asymétrique et surtout, le patient, il ne va pas se plaindre juste de troubles sensitifs, il va se plaindre d'une très grande ataxie. Il ne tient plus debout quasiment. C'est asymétrique, ça n'a rien à voir avec la longueur dépendante. C'est une atteinte au hasard des ganglions rachidiens postérieurs. Donc, c'est complètement asymétrique et non longueur dépendant. Je vous ai mis les causes les plus fréquentes et j'ai mis une flèche pour ça, vitamine B6. Alors, ce n'est pas en carence, mais c'est en hypervitaminose B6. Le Princi-B qu'on donne au patient qui est bourré et tout, qui picole, il sort des urgences, il est sous Princi-B, et puis Princi-B. Alors, c'est pas tout de suite, hein. Il faut à peu près 1 an de Princi-B, mais c'est irréversible. Donc c'est quand même... Et où les gens qui boulottent là tout le temps des vitamines, là, qui me rendent dingue, non, en fait, si vous mangez, vous avez toutes vos vitamines, à part si vous avez des régimes alimentaires un peu particuliers, mais il n'y a pas de raison de prendre de vitamines. Et l'excès de vitamine B6 détruit les ganglions rachidiens postérieurs et c'est irréversible. C'est dommage. Neuronopathie motrice, c'est la même chose, mais sur la version sensitive, motrice, pardon. Typiquement, c'est la SLA. Donc c'est une atteinte motrice pure, où il y a une amyotrophie. Et ça, c'est une jeune femme de 35 ans qu'on m'a envoyée pour bilan d'un stépage gauche qui avait démarré au mois de janvier de l'année dernière et qui se dégrade de semaine en mois. Et quand je la passe en EMG, donc là, les motrices au niveau des membres supérieurs sont pas mal, à part le médian gauche qui est en train de partir, là. On est à 6 contre 10 de l'autre côté. Au membre inférieur, ça, c'est le côté qui est malade, cliniquement. Là, il est quasiment détruit, le nerf. Mais on voit que ce n'est pas le seul. Le SPI gauche, donc nerf tibial gauche, il est en train de se faire détruire aussi. Et malheureusement, c'est déjà en train de basculer de l'autre côté. Donc là, cette dame, on aurait pu se dire, enfin, on espérait tous secrètement que ce soit une atteinte que des racines des membres inférieurs. Mais déjà, moi, je voyais que le médian, on était en train de le perdre. Les sensitives sont toutes normales. On a espéré très fort pour elle que ce ne soit pas une SLA, parce que 35 ans. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On pique. Et on pique les 4 étages médulaires.
étage bulbaire, cervical, thoracique et lombosacré, la jambe. Et je pique. Là c'est une patiente, elle reçoit une analyse d'une vingtaine de muscles. Parce qu'il faut être sûr. Au repos, dès que je pique, les trucs que je vous ai fait entendre, là, les tout comme ça, elle en a de partout. Donc, ce qui montre qu'il y a une atteinte active au niveau des nerfs. Et quand elle contracte, le tracé est neurogène de partout. Donc là, on a une dame, cliniquement, je ne vous ai pas encore dit, mais qui avait des réflexes vifs. Donc atteinte du premier motoneurone. Et une atteinte du deuxième motoneurone, comme le montre l'EMG. Donc là, ça, c'est une SLA certaine, selon les critères d'El-Escorial. Elle n'a que 35 ans. Et elle est déjà en fauteuil roulant, là, elle ne bouge déjà plus. Enfin, ça peut être juste la racine. Hop, typiquement la hernie discale. Je vous ai remis l'innervation radiculaire cette fois-ci. Donc typiquement, en général, c'est L5 là, qui descend bien sur le côté, puis arrivé vers la cheville, hop, qui va basculer vers le gros orteil. S1, c'est tout à l'arrière. Pour le bras, C5, comme ça. C6, ouais, C7, c'est à l'arrière. C8, c'est sur le côté. Donc cliniquement, le patient, lui, il se plaint d'un trajet douloureux sur le territoire de la racine concernée. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'atteinte motrice, quand l'atteinte est bien sévère sur la racine. Je vous ai juste mis un petit rappel. On apprend ça en P2, mais vous avez le droit d'avoir oublié. Chaque réflexe ostéotendineux correspond à une racine. C5, C6, C7, C8, L4, S1. Pour ceux qui sont intéressés à savoir taper un cubitopronateur qui n'est pas analysable comme on nous l'apprend en fac de médecine, je peux vous montrer une astuce pour le chercher de manière très fiable, pour ceux que ça intéresse après. Alors, ça, c'est un patient qui vient me voir, ça fait 5 jours seulement que ça a commencé, et le radiologue lui dit « ouais, il y a une petite hernie discale ». J'ai un monsieur qui step. Lui, il ne peut plus relever son pied gauche, il est à 2/5 sur le pied gauche. Donc grave comme ça. Il a mal dans le dos, mais plutôt résistant au mal, un peu comme tous les gens d'ici. Voilà, il ne va pas vous dire « j'ai une douleur horrible qui descend comme ça dans la jambe ». Il vous dit qu'il a mal, voilà, mais sans plus, quoi. Donc, SPE droit normal, SPE gauche du côté où il a le problème, déjà c'est très altéré. On n'est qu'à 5 jours, c'est pas bon signe ça. Au passage, il vous dit qu'il a fait une grosse sciatique une fois, mais S1 gauche. Bah oui, on la voit, la sciatique. Il a perdu quasiment 50% de l'amplitude de son nerf. Et ça, c'est la même chose. Un SPE, c'est fait différemment. Les sensitifs sont toutes normales. Bien sûr, c'est une hernie discale. C'est avant le ganglion rachidien. Donc moi, mes sensitives, elles sont normales. Je pique, bien sûr. Je fais du muscle. Au repos, j'ai des activités spontanées, le comme ça, là, dans le tibial antérieur, gauche. Racine L5, nerf SPE. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que quand on a une anomalie dans un muscle, chaque muscle a une innervation tronculaire, le nerf, et une innervation radiculaire, la racine. Donc là, bon, je savais où était le problème, hein, mais j'ai voulu le prouver jusqu'au bout. J'ai une anomalie dans le muscle L5 SPE. Mon travail, ça va être de trouver un muscle L5 qui n'est pas alimenté par le SPE pour bien montrer que c'est la racine qui est malade. Et pour ça, on a le moyen fessier. Nerf glutéal, toujours racine L5. Ça se pique juste ici, celui qui vous permet de faire la gym, là. Et bien sûr, il y avait des anomalies dans les deux muscles. Donc là, on est sûr qu'il y a une atteinte active de la racine L5. Et au passage, quand je pique dans le muscle qui est alimenté par le SPI gauche, là, qui est tout raboté, là, pour le coup, je n'ai pas d'anomalie active. J'entends juste que le muscle, il a eu un problème à un moment donné au niveau neurologique. Et c'est ça qui me dit, oui, il a fait une séquelle de sciatique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Même si le radiologue il dit qu'il n'y a pas de grosse hernie, on l'envoie chez le chirurgien parce que là, il a une sciatique paralysante, c'est une urgence. Et quand je crois que c'est le docteur Rouvreau qui l'a opéré, quand il a ouvert, il a fait « oula ». Voilà. Et donc, maintenant, il est en train de récupérer, mais il a eu une atteinte très, très, très sévère. C'est pour ça, juste attention sur les IRM. Les IRM, elles se font coucher.
c'est pas parce que quand vous êtes couché, la hernie, elle écrabouille pas la racine, que quand vous êtes debout, c'est pas le cas. Mais sauf que les IRM debout, ça n'existe pas. Donc attention, quand il n'y a pas parfaitement de concordance radioclinique, quand la clinique est quand même très évocatrice et qu'il y a une petite hernie discale, ça ne veut pas dire que quand le patient n'est pas debout, ça écrabouille pas la racine. Alors, donc on a fait tous les nerfs, avec tous les types d'atteintes possibles. Il nous reste la jonction neuromusculaire. Donc ça, typiquement, fatigue musculaire à l'effort, c'est la myasthénie. Le patient, il vous dit, typiquement, c'est le ptosis qui va apparaître en cours de journée, qui fluctue dans la journée, la diplopie, qui fluctue aussi. Le grand classique, c'est les gens qui accrochent le linge. Accroche le linge sur les cornes, ça accroche le premier, ça accroche le deuxième, puis à partir du troisième, les bras ils se relèvent plus du tout. Les escaliers, ils montent les 2 premières marches, à partir de 3 marches, il n'y a plus personne, quoi. Donc pour ça, on fait des stimulations répétitives à 3 Hz. C'est-à-dire, on se met sur le nerf moteur, là, on recueille l'information motrice, on stimule le nerf 10 fois de suite à 3 secondes, en 3 secondes. Donc le patient, il se prend des ta-ta-ta-ta-ta-ta en contraction. On va stimuler la jonction neuromusculaire de manière intensive. Ça, c'est normal. Réponse. Et là, si vous les comptez tous, il y en a 10. L'amplitude est stable. Ça, c'est une myasthénie. Vous voyez, la première réponse, elle va bien. Et plus on va stimuler le nerf, le plus l'amplitude motrice va s'effondrer. Décrément, plus de 10%, ça veut dire ça. On a perdu plus de 10% d'amplitude entre la première stimulation et la 5e. Ça, c'est typique d'une myasthénie. Enfin, le muscle. Typiquement, c'est un déficit musculaire plutôt proximal qui s'installe progressivement. Le patient, il vous dit qu'il a de plus en plus de mal à monter les escaliers, qu'il ne peut pas se relever du chaise. C'est le signe du tabouret. Moi, je leur fais faire des squats, en fait, avec moi. Ils font ça. Et le patient myopathique, lui, il va se relever, il va être comme ça. Il ne peut pas se relever juste à la force de tous ces muscles proximaux. La marche dandinante. Vous avez déjà vu un myopathe marcher? Ça marche comme ça. Alors, là, il y a donc le moyen fessier, racine L5. Donc, le patient que je vous ai montré avant, la racine L5, lui, quand il marchait, il avait sa hanche en fait qui venait se décaler comme ça. Dans les myopathes, les myosites, eux, ils marchent comme ça, en fait. Clac. La hanche, elle va venir se déboîter quasiment à chaque fois par défaut de fixation du moyen fessier. Marche dandinante. Et les réflexes dans les muscles, ils sont soit normaux, soit un tout petit peu diminués si vraiment le muscle est très très malade. Alors, ici, ça, donc là on a des motrices qui sont un tout petit peu basses à mon goût, mais c'est pas la catastrophe. Par contre, ça c'est la cata. Au repos, c'est celui que je vous ai fait entendre là, le dou qui s'arrêtait pas là. Ça c'est lui. Donc il y a plein d'activités spontanées. Et ça c'est à l'effort. Là on est dans le deltoïde. Pour avoir un tracé comme ça, il me fait ça, quoi. Il fait rien du tout et là j'ai une pleine page de potentiel. Donc ça c'est typique du myogène. Donc ça c'était la partie localisée, où est le problème. Ensuite, on a la partie, on va essayer de faire des pronostics, des paris. Là je vous ai mis l'exemple d'une fracture humérale, paralysie du nerf radial. On me l'envoie seulement à 2 mois. Donc là la dame à 2 mois, elle est comme ça. Enfin plutôt comme ça parce que c'est le bras gauche. Elle a plus de sensibilité sur le dos de la main et il n'y a plus aucun muscle radial qui fonctionne à part le triceps. Classique sur une fracture humérale. Donc on me l'envoie, l'atteinte elle est très grave, hein. On est à 0,2 d'amplitude contre 4,6 de l'autre côté. Quand je pique, à part des activités au repos, elle n'est pas capable de contracter du tout, donc on dit pas bon. Je lui dis pas très bon, mais je vous revois 1 mois plus tard, 3 mois. L'amplitude, ça me plaît. 2,2. On est passé de 0,2 à 2,2, ce qui veut dire que le nerf est à repousser. Par contre, quand je pique, donc ça, c'est du repos. Bon, là, il y a des fibrillations, c'est pas normal. Et elle est toujours pas capable de contracter. Là, à l'effort, j'ai rien du tout. Mais ça, c'est hyper encourageant. Donc je dis, on se revoit encore dans 1 mois. 4 mois.
L'amplitude, elle bouge pas. Mais ça, c'est très joli. Là où il n'y avait rien du tout, ça c'est de l'effort, il n'y avait rien du tout, on voit des tout petits potentiels qui commencent à réapparaître. Ça veut dire que le muscle est en train de se faire réinnerver. Donc ça, c'est très bon signe. Par contre, dans les muscles qui permettent encore de relever les doigts, là, il n'y a encore aucun signe. C'est normal, le muscle, il est en dessous. Donc on suit petit à petit le nerf qui repousse comme ça. Alors, je vous le fais vite. 6 mois, bah, c'est toujours pas fini d'être réparé. Ça s'enrichit bien, ça devient de plus en plus grand. Et ça y est, on commence à avoir de la réinnervation, même dans le muscle le plus distal, qui est l'extenseur de l'index. L'extenseur de l'index a un muscle, rien qu'à lui tout seul, qui est juste là. Donc là, ça veut dire que de la paralysie, de l'atteinte du nerf radial ici, le nerf a déjà réussi à repousser jusque-là. Mais il a mis 6 mois pour faire ça. On continue d'avancer. À 1 an, elle n'avait toujours pas fini de réparer. 4 ans et demi. Je me suis arrêtée à 4 ans et demi, quand le nerf avait vraiment fini de récupérer. Et ça donne ce tableau très neurogène sur l'extenseur de l'index. Elle a tout récupéré, sauf qu'elle a gardé des grosses allodynies sur le territoire du nerf radial. Et l'extenseur de l'index est à 4 sur 5 au lieu de 5 sur 5. Bon, on s'en fout un peu, quoi. Au niveau moteur, on est très content. Par contre, elle, tu dois la voir parce qu'elle a des grosses allodynies sur le territoire du nerf radial. Je fais également les paralysies faciales périphériques. Vous me direz, ça ne sert pas à grand-chose, je vous l'accorde. Ça ne sert qu'à rassurer le patient. Parce que, je ne sais pas si vous en avez déjà vu beaucoup, des paralysies faciales périphériques, mais vous êtes vraiment très moche avec une PFP. Très, très vilain. Et je me dis que moi, j'aurais ça, je serais contente de savoir si c'est pour toute ma vie ou si ça va être que quelques mois dans ma vie. Ça peut être sympa de le savoir. Donc ça, c'est 2 PFP. Ça, c'est le nerf facial droit qui va très bien. Et ici, tout raboté. Ça, c'est ma conclusion. Réduction 75% de l'amplitude motrice, récupération incomplète intendue, indication à une rééducation orthophonique pour limiter les dégâts. Là, on sait que le nerf, il ne va pas se récupérer complètement comme il faut. Là, à contrario, c'est une autre PFP. J'ai passé la semaine dernière. 2 septembre, elle fait une paralysie faciale périphérique droite. C'est pas évident, parce que c'est pour ça que je vous le dis. En fait, les 2 nerfs, la conclusion, c'est ça. Elle a perdu seulement 30% de l'amplitude de son nerf. Alors là, elle a besoin de rien faire du tout. Ça va récupérer tout seul. Et ça avait déjà récupéré quand moi, je l'ai passé en EMG. Et si jamais le nerf est à 0, tout de suite, en fait, le patient, je ne vais pas trop lui faire perdre de temps. On va tout de suite demander des demandes d'entente préalable pour organiser de la chirurgie esthétique, pour relever la bouche qui est paralysée et pour faire du botox sur le front qui va bien. Puisque quand vous avez une paralysie faciale périphérique, c'est effet botox. Vous n'avez plus de rides sur le côté touché. Et par contre, vous avez les rides de l'autre côté. Donc on botoxe le front qui va bien pour venir faire de la symétrie. Alors, poser une indication chirurgicale. Donc ça, typiquement, c'est le syndrome canalaire, bien sûr. C'est le canal carpien, le fibulaire. Comment on le sait qu'il faut opérer? C'est dès que l'amplitude sensitive commence à vraiment bien réduire, là, il faut y aller. Ça, c'est le canal carpien que je vous ai montré tout à l'heure. Canal carpien, vitesse ralentie juste entre cette partie-là et là. L'amplitude diminue à droite alors qu'elle est normale à gauche, il faut opérer. Et on va finir avec ça. Les limites. Il n'y en a pas tant que ça en vrai. Il faut quand même qu'on ait un patient un peu cool. Ça prend du temps. Un EMG 4 membres, c'est plus d'1 heure. Un plexus brachial, c'est 1h30 sur la table d'examen. Donc c'est long. Vous prenez des coups de jus. Faut tolérer l'électricité. Faut tolérer les aiguilles aussi. En vrai, les gens le tolèrent assez bien. J'ai même réussi à le faire à un enfant de 3 ans la semaine dernière. Donc ça reste tolérable quand même. Problème technique. La crème et l'huile sur la peau, c'est insupportable. Alors là, quand ils sont enduits, c'est mort. Vous ne pouvez pas faire d'examen. Vous ne pouvez pas recueillir les nerfs sensitifs. C'est plus difficile chez les obèses. C'est surtout que les obèses, ils vont se prendre des coups d'électricité plus intenses. Il y a une couche de gras entre la peau, le stimulateur et le nerf. Et du coup, il faut vaincre la couche de gras. Donc, ils ont le droit à des intensités plus importantes. Et sur les œdèmes des membres inférieurs, là, les sensitifs, quand il y a les poteaux
métaux sont comme ça, là c'est mort, ça sortira pas. Et ça ne veut pas dire que le nerf est malade, c'est juste que techniquement la peau ne permet pas de faire ces recueils-là. Exploration trop précoce par rapport à l'atteinte, ça c'est assez bien de le savoir. Si vous faites, je prends au hasard Nicolas, je lui coupe le nerf radial sous vos yeux. Immédiatement, il va avoir une paralysie radiale. Je lui fais un EMG normal. Il va falloir attendre 10 jours, c'est bien, même plutôt 21 jours, pour que je vois le potentiel maximal de toutes les anomalies. Donc c'est pour ça que quand vous nous appelez en nous disant la main elle est comme ça, je vous dis je le vois à 3 semaines. Non pas parce que j'ai pas envie de le voir, c'est juste que si je le vois avant, en fait, je verrai pas forcément voir d'anomalie. Ça c'est un exemple, ça c'est un Guillain-Barré qui est dans le service. EMG fait à J5. Alors, on ne va pas faire toutes les analyses. Vous regardez, il y a très peu de gras. Ça, c'est ce matin. On est à 14 jours. Là, ça y est, les nerfs me montrent que oui, c'était bien un Guillain-Barré dès le début. Les latences se sont allongées, les vitesses se sont un peu ralenties, les amplitudes commencent à diminuer. Donc ça, c'est le même patient. J5 du Guillain-Barré, J14. Vous voyez la différence. Parfois, il faut être patient et attendre un tout petit peu pour faire l'examen. Ça, c'est les sensitives. Bon, c'est pareil. Les sensitives étaient normales il y a 2 semaines et elles sont toutes anormales aujourd'hui. Tous les nerfs et les muscles ne sont pas explorables. On en fait quand même pas mal. Je dirais le vrai inconvénient, c'est les anticoagulants. Parce qu'il y a certains muscles vraiment, genre le psoas. Je ne peux pas piquer un psoas chez quelqu'un qui est sous AVK ou sous AOD. Il y a quand même une grosse variabilité examinateur indépendant. On a tous notre façon de poser les électrodes, donc c'est pas parfaitement identique entre 2 neurologues ou entre un rhumatologue et un neurologue. Donc c'est pour ça que souvent, on refait l'examen. Quand moi, on me demande un avis sur un EMG, souvent je reprends le patient et je refais mon propre examen, comme ça je sais comment je fais. Le rendement est mauvais dans les radiculopathies. Pour que l'EMG devienne anormal, il faut que la racine soit en train de se faire détruire. Donc le patient, souvent, il est hyper déçu parce que lui, il a mal comme un chien. Il a une névralgie cervico-brachiale. À l'IRM, ils m'ont dit qu'il y a une hernie discale, c'est la bonne racine, tout va bien. Puis moi, je dis EMG normal. Alors, on les prévient avant. Maintenant, je les préviens systématiquement que c'est bon signe. Ça veut dire que, oui, il a bien sa névralgie cervico-brachiale ou sa lombosciatique, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça montre que la racine ne se fait pas détruire, ce qui est plutôt bien pour lui. Quand ça se fait détruire, c'est vraiment pour nous une indication, il faut y aller, quoi, il faut opérer. Mais c'est un peu décevant pour le patient. Et un truc important, je ne peux pas faire la différence entre qui fait quoi. Si le patient il est diabétique, alcoolique, qu'il a une gammapathie monoclonale, il est insuffisant rénal chronique, oui, il a une polyneuropathie axonale, c'est sûr, avec tout ça. Par contre, vous dire qui a fait quoi, ça, je ne peux pas vous le dire. C'est impossible. Je peux juste vous dire ce qu'il y a, mais je ne peux pas dire pourquoi. Donc en résumé, c'est le seul examen qui permet d'explorer la fonction du système nerveux périphérique. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire. Les limites, il n'y en a quand même pas tant que ça. C'est quand même cool parce que ça permet de suivre la repousse du nerf. Sur les EMG que je fais en suivi, donc là sur le nerf radial, la première fois, ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Quand ils reviennent, ça prend 10 minutes. Je sais exactement ce que je veux piquer, donc ça prend 10 minutes, ça va très très vite. Donc on peut suivre les nerfs même à l'hôpital quand il n'y a pas beaucoup de place, ça se suit très bien. Et puis voilà. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bien, c'est mieux. Donc, nous allons aborder les douleurs neuropathiques plutôt sur le volet thérapeutique et en trois parties. Au préalable, quelques données d'épidémiologie. C'est des données qui sont assez anciennes. Elles ont peut-être une dizaine d'années. On n'en a pas refait depuis. Et pour faire court, il y a à peu près 25% des patients qu'on doit dans nos consultations. Si on voyait tous les patients douloureux chroniques, un quart aurait des douleurs neuropathiques. C'est bon pour le son? Pour tout le monde. Un moyen de diagnostic simple, plutôt un rappel.
pardon, QDN4, questionnaire DN4, 2005, c'est un outil français. Ce n'est pas une échelle pour évaluer l'intensité de la douleur neuropathique. C'est un outil pour poser le diagnostic. 10 questions. Oui, non, à peu près comme le pétale. Il m'aime pas. Et à l'issue des 10 questions, s'il y a 4 réponses positives, on a une spécificité de l'ordre de 90% pour dire que c'est une douleur neuropathique. Si c'était à 10 sur 10, ça ne veut pas dire que la douleur neuropathique est plus grave. Une nouvelle fois, on n'est pas dans une échelle de mesure, on est dans un outil de diagnostic. Je vous avoue, aujourd'hui, avec la pratique que nous avons en douleur, ces questions, on les connaît par cœur, on n'a pas besoin de questionnaire. Mais si ça n'était pas encore, ça faisait pas encore partie des outils que vous utilisiez, vous pouvez les télécharger sur l'internet. D'autant plus qu'aujourd'hui, quasiment 2 publications sur 3 à l'échelle internationale se fait à l'aide de cet outil français. Maintenant, le sujet qui nous concerne un peu plus spécifiquement en 3 volets: traitement médicamenteux, non médicamenteux et neuromodulateurs. J'ai essayé de brasser un peu large dans ce qui se fait et dans ce qu'on trouve dans les recommandations thérapeutiques douleur neuropathique septembre 2020. Si, pour ceux qui en ont, qui veulent le chercher sur l'internet, vous tapez ça, vous avez les recommandations. Sur le volet thérapeutique pharmacologique, on prescrit des antiépileptiques et des antidépresseurs à visée antidouleur. Ça mérite un peu d'explication, pas forcément par rapport à vous, parce que ça fait partie de vos pratiques, mais par rapport aux patients, parce que si vous lui laissez une ordonnance au Laroxy, la personne rentre à la maison, ou en passant par le pharmacien, il regarde la notice d'emploi, c'est marqué Laroxy antidépresseur, il va dire, il y en a encore un ou une médecin qui pense que c'est une maladie imaginaire, ça se passe dans ma tête, j'ai pas été cru. Si vous prescrivez un antiépileptique à visée antineuropathique et que vous n'expliquez pas pourquoi vous lui donnez, la personne, en lisant notice, va voir que c'est pour les épilepsies, il faut faire l'EMG, il faut faire ceci, cela. Donc l'observance et l'adhésion ne se fait pas parfaitement. Si je voulais utiliser un vocabulaire non médical, à chaque consultation, à chaque prescription, je leur dis c'est parce que la cible, quand pharmacien, chimiste fabrique un médicament, il donne une cible à la molécule et la cible si je veux donner un exemple, je leur dis par exemple la Zilix, c'est pour le cœur. Les coliques dans les yeux, ça va dans les yeux. Si ça va agir sur le tympan, ça ne marche pas. Donc les seules molécules qui pénètrent les neurones, les seules molécules dont la cible, ce sont les neurones, c'est les antiépileptiques et les antidépresseurs. À certaines posologies, c'est des médicaments contre la douleur. Une fois qu'on prend 30 secondes, 1 minute à peine pour expliquer ça, l'observance, l'adhésion, voire la relation de confiance s'établissent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les antiépileptiques à visée antineuropathique, les 2 molécules principales sont gabapentine, Neurontin, prégabaline, Lyrica. Instaurez-les lentement, progressivement, quand on n'est pas dans une situation d'urgence. Mettez-les en place progressivement. Si vous le mettez d'emblée dans la fourchette thérapeutique, par exemple gabapentine qui est à 1200 à 3600, allez, 30 à 40% des patients ne vont pas supporter. L'urgence n'est pas de tomber sur les effets indésirables. L'important, c'est de se donner 2 ou 3 semaines de plus pour tomber sur les effets désirables et dans la fourchette thérapeutique. Alors, il y a autant de recettes que de médecins algologues. Moi, j'ai une recette, j'ai un protocole, j'ai des ordonnances préétablies. Bien sûr, en fonction de l'âge, circonstances, degré d'urgence, l'insuffisance rénale, j'ajuste la posologie à l'instauration et la posologie finale ainsi que les intervalles, mais j'ai une ordonnance type. J'entre le nom de la personne et l'impression se fait. On en voit encore très souvent des patients adultes qui sont à des doses infrathérapeutiques.
300 fois 3, ça peut marcher. Mais la moyenne à l'échelle planétaire, internationale, quand on fait les études, c'est minimum 1200, 400 fois 3. Quand ça marche à 300 fois 3, c'est très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas le plus fréquent. Et par ricochet, souvent, on en a des patients en consultation chez qui 300 fois 3, 400 fois 3, ça n'a pas marché et la molécule avait été arrêtée. C'est plus ça que je voudrais faire passer comme message. La deuxième, c'est prégabaline, Lyrica. C'est la molécule la plus ancienne. La dose efficace, la fourchette 150 à 600 mg par jour en 2 prises. Si aujourd'hui on en prenait tous ce soir la dose efficace pendant 24 heures, il y aurait un tiers de nous qui aurait forcément des effets indésirables, source de l'arrêt de la molécule à 24-48 heures. Donc instaurez-les lentement. Si je voulais pousser plus loin, les dernières recommandations internationales qui datent de 2025 mettent le Lyrica en première ligne. Quand vous dites ça aux médecins français, entre guillemets, ça ne nous emballe pas ça. Mais comme c'est des recommandations internationales, à l'échelle planétaire, c'est Lyrica qui est le plus accessible aux pays tiers-monde, quart du monde, etc. Et de ce fait, ils mettent le Lyrica. Je donne cette précision pour dire que voilà, le Lyrica n'est peut-être pas la molécule à instaurer en premier dans les anti-épileptiques à visée antineuropathique, mais dans les recommandations internationales, pour une question d'accessibilité, cela est mis en première ligne. Les deux ont des effets indésirables assez similaires, vertige, bouche sèche, libido, des céphalées, davantage, franchement davantage pour Lyrica que pour Neurontin. Les molécules antidépresseurs, les antidépresseurs à visée antineuropathique, le Laroxyl, chef de file, en tout cas initialement, fourchette thérapeutique 25 à 150 mg en monoprise le soir. 150. J'ai déjà eu des patients à 150. Autour de 30-40 mg, 50 mg, souvent on arrive à savoir qui supporte, qui ne supporte pas. Et statistiquement, on dit que Laroxyl, pour que ça soit efficace, c'est autour de 70 mg. Il y a des patients, on a des résultats avant, mais la médiane, c'est plus autour de 70. Et un patient qui prend du Laroxyl, à qui vous posez la question, est-ce que vous avez la bouche sèche, et qui vous dit non, c'est qu'il ne le prend pas. Comme ça, vous saurez si l'observance est faite. De même, j'ai une recette pour l'instauration progressive et l'augmenter progressivement avec des paliers. Toutes ces molécules ont un effet qui se coule. Une prise initiale apporte une réponse, mais il faut attendre un certain temps, une certaine durée, pour avoir l'effet optimal de la molécule. De ce fait, l'ascension, on ne le fait pas tous les jours. Il faut se faire de temps en temps un palier pour arriver à la dose minimale efficace pour que l'effet qui se coule de la molécule ait eu lieu. La deuxième molécule qui est Cymbalta, duloxétine, qui gagne énormément en galons et en indications sur les 10 dernières années. C'est peut-être aussi celle dans les antidépresseurs, c'est celui qui se prescrit le plus facilement. La fourchette thérapeutique 60 à 120. On commence à 30 mg, 3 semaines après, 2 semaines après 60, 2 semaines, 3 semaines après 90, 2 semaines, 3 semaines après on est à 120. Donc allez, en 4 ascensions, on arrive à la dose maximale. Et pour info, dans la plupart des publications sur les 4 antineuropathiques, c'est la seule qui est recommandée dans les douleurs neuropathiques du cancer. Même si Neurontin, on en prescrit énormément dans les douleurs du cancer, mais sur les 4, les recommandations vont plutôt pour Cymbalta. Les effets indésirables, nausées, constipation, diarrhée, les sueurs profuses, somnolence. Donc 4 molécules principales. Je n'ai pas mentionné le carbamazépine Tegretol. C'est surtout pour les douleurs neuropathiques du chef, Arnold, trigéminal, les atteintes
des nerfs faciales. Pour toutes ces douleurs du chef, c'est Teiretol à privilégier avant les 4 autres. Maintenant, vous avez un patient devant vous, antidépresseur à visée antineuropathique, antiépileptique à visée antineuropathique. Par quoi commencer? Il n'y a aucune supériorité de l'une par rapport à une autre. Par rapport à l'autre, pardon. Quand moi j'avais fait mes études de douleur, les neurologues disaient bon, quand il y a des décharges électriques, je considère que il y a un peu de ressemblance avec l'épilepsie, convulsion, donc je mets des antiépileptiques. Je suis pas sûr que ça soit médicalement, scientifiquement valable. Par contre, un patient qui ne dort pas la nuit à cause de ses douleurs, commencez par la roxy par exemple. Quelqu'un qui a une anxiété profonde, et l'âge, les circonstances prêtes, commencez par la roxy. Quand il y a des troubles de l'humeur, commencez par Cymbalta, associé à la douleur neuropathique, j'entends. Ça évite de mettre 2 molécules différentes avec 2 cibles différentes. Dans les autres cas, les antineuropathiques. Jamais 2 antineuropathiques ensemble. Une ordonnance Lyrica Norentin, ça ne tient pas. On associe les 2 familles pour avoir une complémentarité et une synergie. Quand vous n'obtenez pas une réponse optimale avec l'une des 4 molécules, à ce moment-là, on associe la molécule de l'autre famille. Des associations se font de ce type. Par contre, quand on a 0 effet désirable à la dose maximale ou on a des effets indésirables qui fassent arrêter la molécule, à ce moment-là, on ne fait pas d'association. On diminue, on l'arrête, on voit à quelle dose on est et combien de temps la personne en prenait avant de taper dans la molécule de la famille en face. Et ainsi de suite, on fait des va-et-vient. Ça, c'est les 4 molécules principales. Teiretol pour les douleurs que je vous ai dites. Et si on voulait s'acharner pharmacologiquement dans les douleurs neuropathiques, après Aura-MM, vous avez Dépakine, Didan, mince, pardon, l'amygdale, je cherchais. On sort des sentiers battus, pas forcément l'AMM, pas forcément les études pour, mais voilà, si on veut s'acharner sur le volet pharmacologique. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en dehors de quelques pathologies neurologiques, il faut s'acharner pharmacologiquement parce qu'on a d'autres alternatives thérapeutiques et d'autres cordes à notre arc. Les questions, c'est à la fin, oui, c'est ça. Versatis. Versatis, Sola et même, c'est Zona. Alors que c'est un anesthésiant local. Torticolis, entorse, n'importe quelle douleur, j'exagère, on peut coller le Versatis, mais l'AMM étant douleur neuropathique post-ostérienne et laboratoire Groenenthal qui le commercialise dans la mesure où le produit est tombé dans le domaine public et généricable, ne cherche pas à développer, à avoir d'autres AMM. Donc ce n'est pas la faute des médecins, ce n'est pas la faute du ministère, c'est parce que le laboratoire ne va pas déposer de dossier d'AMM. Ça aide. Pour les zonas, ça aide. Campiment soulage la douleur. Ça fait partie des thérapies qu'on a depuis l'AMM européenne de Kutenzat, date de 2011. Oui, ça fait 14 ans. 14 ans qu'on a cette molécule, ce traitement sur le marché. Je vous ai mis d'un bout à l'autre l'indication dans Vidal, dans les traitements douleurs neuropathiques périphériques chez l'adulte, seul ou en association. C'est des patchs 280 cm². 280 cm², ça fait trop ça. Non, si ça. C'est un peu moins que la taille d'une feuille A4. On pose sur la peau à l'endroit où à l'effleurement d'une plume, d'un coton-tige, de doigts, en se peignant, en passant la serviette.
sur cette zone au contact d'effleurement, on provoque ou on aggrave la douleur, on pose le patch, le piment traverse, capsaïcine, va se fixer sur les récepteurs de la douleur. Il y a un récepteur ionique un peu spécifique, va activer pour créer une désensibilisation des récepteurs. Le nerf reste, les récepteurs sont désensibilisés. Et au bout de 2 à 3 mois, Anne-Laure vient de le rappeler, on a des repousses, les récepteurs récupèrent leur sensibilité, on touche. Si on n'a plus l'aggravation ou les douleurs provoquées, on en reste là. Sinon, on repose et on fait ça tous les 2 à 3 mois. Histoire vraie, des photos vraies, on repère. Donc, vous voyez, au contact de coton-tige, on a cette zone-là qui est douloureuse. On dessine. Papier calque, on découpe dans le patch et on pose sur la zone en question. 30 minutes pied, 60 minutes le reste du corps, tête exclue. L'étude AMM, étude de dossier, a été posée ainsi. Pendant la pause, on met du froid pour éviter l'irritation en lien avec le piment. Sur le chemin de retour et à la maison, on maintient l'application du froid. L'irritation liée au piment n'est à l'origine d'arrêt de ce traitement que chez 0,8% des patients. Donc, moins d'un patient sur 100 va dire j'arrête. On sait que ces irritations existent. Ça dure 1 heure, 2 heures, une nuit, un peu le lendemain. Accessible aux thérapies paracétamol, tramadol, palier 2, contrairement aux douleurs neuropathiques. Mais pour que ça soit source d'arrêt ou de complications, c'est à peine 1% des patients. Cette patiente que j'ai eue en juin 2016, douleur cicatricielle, cheville opérée, le haut et le bas. Bon, il y a un effet d'agrandissement lié au diapo. On lui en a posé 4 fois le piment. Au mois de mai 2027, il ne restait plus que ça comme superficie douloureuse. Et c'était la dernière pause, on l'a perdu de vue. Il n'y avait plus de nécessité de poser. Pour l'adressage de ces patients, c'est des patients, une nouvelle fois, que vous voyez au contact des sous-vêtements, des habits, serviettes de bain, coton-tige, en se baignant, en se rasant. C'est des patients qui ont des douleurs provoquées. Capsaïcine, vous le trouvez dans tout ce qui pique. Harissa, gingembre, wasabi, moutarde, poivre, poivron, même poivron, mais la puissance est faible. Tabasco. Et il y a des surcutanésa par rapport au cutanésa, il y a pas mal de travaux qui sont en cours actuellement pour développer les indications et l'AMM. Votre adressage pour ces patients chez nous, c'est ce patient en consultation. Zona, il n'y a plus de vésicule, mais la personne ne peut plus se toucher, ne peut plus se laver, ne peut plus s'habiller. Premier cas de ce genre de douleur que j'ai vu, c'était une gamine de 17 ans sur le trou de célioscopie pour une appendicite. À 17 ans, elle est arrivée en consultation en jogging. Elle tenait l'élastique de son jogging. Déscolarisée complètement. Mais le 3/4 de célioscopie, c'est... Donc ces patients-là, vous nous les adressez bien spécifiquement pour ça. Et il y a un circuit court. C'est des gens qu'on n'a pas besoin de passer 3/4 d'heure avec eux, de faire les antécédents depuis 40 ans pour savoir comment ça s'est passé. C'est une hyperalgésie, allodynie, on sait, nos motifs on l'a, c'est des consultations de 15-20 minutes pour leur expliquer, pour délimiter la zone, entre guillemets, d'avoir leur consentement, parce que pour tout traitement à instaurer, il faut que la personne donne son accord, et c'est des consultations de 15-20 minutes. Toxine botulique, alors on a fait l'allusion tout à l'heure par rapport aux rides
entre guillemets, l'esthétisme, c'est quelque chose qui est aussi en pleine expansion. On commence à de plus en plus à comprendre la physiopathologie et ses indications. Je vous ai mis ce qu'on trouve dans le Vidal en termes d'indication dans les douleurs neuropathiques. C'est une indication compassionnelle. Donc, je cite le Vidal. Maintenant, dans la vraie vie, je pense qu'il ne faut pas être aussi rigide que ça. En termes d'indication, ça reste toxine botulique. À des doses qu'on utilise, on n'a pas de botulisme, excuse-nous, mais on n'a pas d'effet indésirable aux doses qu'on utilise, pour la surface qu'on utilise, les dilutions qu'on fait. Et on commence, plus on en fait, plus on en découvre. Le mode d'action, c'est sur les récepteurs. Il y a une action médulaire, on commence à en trouver en dosant dans les ganglions rachidiens. On pense qu'il y a une action centrale. Donc voilà, on est en plein essor, on est en pleine utilisation de la chose. Et dans les recommandations de 2020, toxine botulique est placée en 3e ligne. Donc a une réelle place dans les douleurs neuropathiques périphériques. Nous, j'aurais un peu du mal à ne pas citer le Vidal et les indications, mais de temps en temps, pour toxine botulique comme pour Qutenza, on peut sortir des sentiers battus. Les traitements non médicamenteux, juste une diapo, c'est des choses que vous savez. On l'associe très souvent aux traitements pharmacologiques. La liste, chaud, froid, kiné, ostéopathe, l'hypnose, psychologue, sophrologie, l'acupuncture, méditation. Voilà. La liste est longue. Et en fonction du profil de la personne, en fonction de la pathologie, on l'associe. Réellement, dans les douleurs neuropathiques, d'ailleurs dans toute douleur, le volet pharmacologique exclusif, pourquoi pas, mais pas que. Dernière partie. J'ai perdu. Ouais, c'est ça qui est bloqué. Il y a quelque chose qui s'installe. Cette opération peut prendre quelques minutes. On est à 93%. Alors le volet pharmacologique, c'est des choses accessibles et on peut l'envisager par tout médecin. Je suis désolé. Par tout médecin. Et le volet non pharmacologique, c'est pareil, c'est des choses qui doivent être accessibles, peut être... c'est bon, j'ai récupéré. Par tout médecin. Sur le volet thérapie neuromodulatrice, c'est davantage spécifique, voire il y ait une exclusivité d'instauration par des institutions, hôpital, clinique, structure douleur ou pas, et nécessite un plateau technique. Les traitements neuromodulateurs, la TENS, neurostimulation transcutanée. Vous entendez les patients qui parlent des électrodes, de patch, de TENS thérapie, etc. Petit appareil, comme un poste radio, 3 boutons, un bouton pour allumer, éteindre, un autre bouton pour changer les programmes et un bouton pour changer la fréquence, donc la puissance en Hertz. Les électrodes, fil et électrodes. On l'applique dans les dermatomes, dans les zones douloureuses. Pour vous donner un exemple, les douleurs pelviennes, les parties intimes, on peut très bien poser les électrodes au niveau de la cheville. C'est territoire S1.
Donc, je donne cet exemple parce que c'est un peu voilà, exagéré et inattendu, mais c'est pour dire qu'on va travailler sur les trajets des dermatomes, sur les trajets des racines, sur les trajets des nerfs, en prenant un dermatome, deux dermatomes plus haut, un ou deux dermatomes plus bas que les dermatomes concernés. Et le principe, c'est le principe de gate control ou théorie de Portillon. On a un traumatisme, quel que soit, et où qu'il soit le traumatisme. Le nerf douleur amène l'information douleur dans la corne dorsale, et Anne-Laure nous l'a rappelé tout à l'heure. Instinctivement, on prend notre pied, on masse, on l'écrase entre nos mains, et ça provoque un autre signal douleur qui cette fois-ci ne passe pas par les nerfs de la douleur, et c'est les nerfs myélinisés et qui ont la vitesse la plus rapide de l'organisme, arrivés au niveau de la face dorsale de la moelle, par les interneurones, ils envoient des signaux pour bloquer l'information douleur. Le pied reste traumatisé, mais il y a moins d'informations, ou pas d'informations qui remontent au cerveau. C'est le principe de gate control, principe de théorie de Portillon, et l'appareil va faire ça. C'est le principe de ce traitement, c'est par cet appareil. On les pose où on a mal, sur les zones douloureuses. Les seules contre-indications, je dirais dans l'absolu, défibrillateurs implantés. Ça crée des émotions de temps en temps quand vous mettez l'appareil. Sur les pacemakers, les anciennes générations, la nouvelle génération, on fait binôme avec cardiologue. Cardiologue interroge le pacemaker. Nous, on met l'appareil en route. S'il n'y a pas d'interférence, on peut l'utiliser. Les femmes enceintes, pas sur le ventre, cuisses, jambes, les mains, pas de souci. Contre-indication à poser sur les carotides. On dit qu'il y a des risques de dissection carotidienne. Je n'en ai jamais vu. Et après, l'autre élément, c'est la possibilité, dans le dos, entre les deux omoplates, si on vit seul, c'est un peu compliqué. Et les troubles cognitifs pour que la personne puisse comprendre le mécanisme et puisse vous faire aussi un retour en disant il faut changer de programme, il faut monter la tension, l'intensité, il faut baisser l'intensité. On peut le prescrire, seuls les médecins avec une compétence en douleur peuvent le prescrire, ou une compétence en électrophysiologie. Alors je ne sais pas si par rapport à toi c'est possible ou pas. Si. Ouais, super. Donc vous pouvez adresser à l'heure pour la prescription parce qu'on n'est pas nombreux sur le territoire à le prescrire. Et du coup, ça marche très bien dans les lombosciatalgies, mais si on devait voir toutes les lombalgies avec sciatique de Nouvelle-Calédonie, pour prescrire, on va faire que ça. Adressez-les aux kinés, les kinés ont leur appareil et ça peut aider aussi, ça peut être une route de secours. TENS, et on a la même chose, mais en implantant. Pacemaker de la douleur. Si vous regardez bien, c'est les anciennes générations de pacemakers, c'est exactement la même. Et les fils, les électrodes, et on les fait passer entre deux vertèbres pour le mettre dans l'espace péridural. Ce n'est pas dans le LCR, c'est dans l'espace péridural. L'indication, l'HAS, et ces indications de l'HAS datent de 2014, il y a 11 ans. L'HAS disait, dans les douleurs neuropathiques, d'origine diabétique, zostérienne, traumatique, chirurgicale, donc en gros, les sciatiques, les névralgies cervico-brachiales, les atteintes par un coup de couteau d'une racine, d'un nerf, les atteintes de la tête fibula avec le nerf par là, après qui est souffrante, qui fait des douleurs. STRC, syndrome douloureux réginal complexe, STRC, donc c'est pas un S, ça il faut, je le modifie, c'est un C. L'anciennement appelé algodystrophie, neuroalgodystrophie ou causalgie. La HAS dit au bout de 6 mois, on peut avoir recours à ce traitement. 2014 l'indication. Et enfin, chose qui est exceptionnellement faite, malheureusement, c'est tout ce qui est artériopathie, en particulier des membres inférieurs. 1, ça soulage la douleur. 2, il y a un effet neurovégétatif, vasodilatateur, et on accélère la cicatrisation.
en partant de métropole, j'avais 130 personnes qui avaient cet appareil-là et 0 pour l'artériopathie. Impossible d'avoir un recrutement via nos chirurgiens vasculaires et via les angiologues. Ma main, pas pour que vous puissiez, je suis mégalomane ou que vous voulez que je vous montre ma main, mais ça vous donne une idée de la taille de l'engin. Et quand ces photos-là, je le montre à mes consultations, lors de mes consultations. Aujourd'hui, on a des piles beaucoup plus raffinées, si j'ose dire, c'est pas le bon mot, beaucoup plus miniaturisées et sophistiquées, l'ordinateur de bord. Vous avez des électrodes percutanées, c'est des nouilles de spaghetti, très performantes actuellement, et des électrodes chirurgicales. Les deux emplacements seront toujours dans l'espace péridural. Celui-ci, sous escopie au bloc opératoire, on monte comme une ponction lombaire. On ne va pas dans le LCR une nouvelle fois. C'est la même technicité que les anesthésistes qui font l'anesthésie en vue d'accouchement. Donc on met l'aiguille, la femelle, et avec l'autre à l'intérieur, comme le mâle, on fait passer l'électrode et on le positionne en regard des dermatomes des douleurs concernées. Pour l'ombosciatalgie, c'est autour de T10, T11 qu'on les pose. Les névralgies cervico-brachiales, selon la racine, on peut monter jusqu'à C2, C3, C4. Les électrodes chirurgicales, c'est un peu plus complexe. Autant ça, même les anesthésistes peuvent les poser. Autant pour les électrodes chirurgicales, il faut être chirurgien parce qu'il faut raboter un peu la vertèbre pour pouvoir le faire glisser. Durée de séjour, 24 à 48 heures plus que l'autre. Les risques de complications, un peu plus parce qu'on rabote l'os avec des risques d'hématome, des risques de complications de ce type. Ça ne court pas les rues parce qu'une nouvelle fois, on est au niveau de LCR. Avant l'implantation, évaluation psychologique imposée par l'HAS, tant par rapport aux attendus, les bénéfices secondaires et l'acceptation d'un corps étranger implanté. Le bilan rachidien, l'IRM, pas avec 2 I, mais un seul I aurait été suffisant pour voir que sur le plan tuyauterie, on peut monter nos électrodes. La phase d'implantation se fait en 2 temps. D'abord, on met l'électrode et la pile, le générateur est externe. On lâche la personne chez elle ou chez lui, 7 à 10 jours. Et au bout de 7 à 10 jours, on voit la personne. Si dans la vraie vie, dans sa vie quotidienne, le traitement lui apporte un soulagement, à ce moment-là, on implante le générateur. Et si ce n'était pas le cas, on enlève l'électrode. Deuxième intérêt d'avoir une phase test de 7 à 10 jours, c'est qu'à l'issue de ces 7 à 10 jours qu'on va déterminer si on met une pile rechargeable ou une pile non rechargeable. Quelqu'un qui a une grosse consommation en termes d'énergie, on met une pile rechargeable, ça évite à ce que tous les 2, 3, 4 ans, on soit obligé de l'opérer pour enlever le générateur et d'en remettre un autre. C'est comme vos postes radio. Poste radio que vous laissez allumer 24 heures sur 24, à un moment donné, vous allez prendre des piles rechargeables, ça va vous coûter moins cher, c'est plus facile. Et les gens qui ont peu de consommation, c'est des piles non rechargeables. Piles non rechargeables, c'est entre 4 à 6, 7 ans de durée d'utilisation pour les patients. Et les piles rechargeables, actuellement, c'est tous les 12 ans. Moi, quand je commençais à les implanter, c'était 9 ans. On est passé à 10 ans et aujourd'hui, on est à 12 ans. La même chose, mais l'électrode est corticale. Depuis 6-7 ans, depuis quelques années, on a pu les électrodes adéquates pour diverses raisons qui m'échappent et qui va m'échapper longtemps. On place l'électrode en regard du cortex moteur et le reste du circuit, après une trépanisation, et le reste du circuit est le même. Ça passe sous la peau, ça descend et au niveau de la région thoracique, on mettra le générateur. Les indications et la différence entre les deux. Les atteintes, si je voulais dire les atteintes de la moelle haute, on est davantage sur corticale. Les atteintes complètes de la moelle,
on est davantage sur le cortical. Les échecs de certaines indications médulaires, on peut passer sur le cortical. Des très très bons résultats sur les ments fantômes. Sur les ments fantômes, on a des très très bons résultats avec cortical. Alors des fois, on peut essayer par médulaire et à défaut de résultats passer sur cortical. Et puis médulaire, c'est toutes les douleurs de dermatome. Suivant un dermatome sciatique, névralgie cervico-brachiale, les douleurs neuropathiques axonales longueur dépendante. Dans le diabète, chimiothérapie. Sur les 1500 implantations l'année dernière, il n'y a eu que 30 à 40 dans la chimiothérapie. Enfin, en lien avec chimiothérapie, c'est peu. Diabète, je l'ai dit, et toutes ces pathologies. Après, ça peut être radiothérapie, ça peut être zona, ça peut être VIH, et toutes les alcool. Mais après, il faut que la personne soit sauvrée, sinon on ne les pose pas. C'est pas, ça fait partie des contre-indications et l'évaluation par psychologue. Donc là, je vous ai donné les 3 niveaux. TENS, c'est périphérique cutané. Stimulateur médulaire, c'est à l'échelle de on regarde la moelle dans l'espace péridural. Et cortical, c'est une neuromodulation centrale corticale cérébrale. Et ça, de façon un poil plus élégante, si j'ose dire, ça va de la RTMS. Alors ce pic des aiguilles, pour nous montrer des choses, moi je mets l'appareil sur ma tête. La RTMS, stimulation magnétique, transcrânienne répétitive, ou ce que vous entendrez davantage, c'est la même chose à l'envers en anglais. C'est très 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 simple. La bobine, si on la coupe, vous avez un enroulement de filaments à l'intérieur. On fait passer un courant électrique haute énergie 2,25 Tesla. C'est l'équivalent d'un appareil d'IRM. Ça passe dans la bobine. Et c'est ce qu'on avait appris quand on était au lycée. C'est que quand on fait passer un courant électrique dans une bobine, ça crée un champ magnétique. Ça devient un aimant. C'est ce qu'on avait appris, c'était basique. Et principe de Faraday dit que quand on met une bobine, quand on met un champ magnétique, on l'approche à un fil conducteur, on crée un courant électrique dedans. Ça, c'est le principe de Faraday. Et dans le cerveau, on n'a que des neurones qui marchent sur le courant électrique. Du coup, on amène la bobine avec son champ magnétique près de la tête. L'os n'est pas un isolant, donc le champ magnétique traverse la boîte crânienne, pénètre et on cherche une efficacité de l'ordre de 2 à 3 cm en profondeur. Et en amenant l'aimant, on va créer un courant électrique dans les neurones qui marchent sur le signal électrique. C'est le principe Faraday. Indolore, ce n'est pas invasif, reproductible, sans effet indésirable. Et la personne ne ressent absolument rien du tout. D'ailleurs, la personne est souriante. Et comme c'est 2 cm de profondeur et au-delà de 7 cm, le champ magnétique est nul, contrairement à l'appareil d'IRM, on peut aller avec nos téléphones portables, avec les habits, avec les ferrailles, il n'y a aucun risque. Comment ça marche? Si je voulais faire très court, ça marche sur l'aspect émotionnel de la douleur, donc tout ce qui est préfrontal. Si je voulais faire très court, la personne va dire « j'ai mal et à l'heure ». Ça marche sur l'aspect sensorio-discriminatif. Moi, si je fermais les yeux et que je vous tendais ma main, avec une aiguille, vous allez piquer dans ma main, je saurais vous dire où et avec quoi, en l'occurrence, l'aiguille, et quelle intensité vous avez piqué. Donc la RTMS va marcher là-dessus. Ça va activer aussi le système opioïde endogène de l'organisme. Et enfin, ça va activer le système GABAergique, sous couvert dans l'heure, c'est le système inhibiteur le plus puissant du système nerveux central. Du coup, dans les indications, douleur,
toutes les douleurs neuropathiques, centrales, périphériques. J'ai mis excepté sciatique, parce que pour sciatique, vous mettez un stimulateur médulaire, vous lâchez la personne pendant 12 ans dans la nature. Donc voilà, l'indication est plus élégante pour sciatique, même si on pourrait le tenter. Donc depuis le cerveau jusque neuropathie périphérique, tous les étages, toutes les pathologies qui nous a décrites, on peut essayer et on a des résultats. Dans mon expérience, plus on s'éloigne du cerveau, moins bon est le résultat. Les douleurs neuropathiques, à petite fibre, pardon, les résultats ne sont pas aussi intéressants. J'enlève juste la souris pour voir si je peux récupérer la bande inférieure. Non, non, ça marche pas. Donc, je reviens en arrière. Hop, pardon. Dans les douleurs neuropathiques à petite fibre, on n'aura pas 60 à 70% des patients qui répondent, on est autour de 30-40%. Mais ce n'est pas rien pour une étiologie de douleurs neuropathiques qui est catastrophique, qui est très douloureuse et qu'on a du mal à gérer déjà via les solutions pharmacologiques. Donc en gros, 35 à 60% des patients qui répondent, si le screening est bien fait, dans la série qui était la mienne, j'étais plus autour de 65 à 70% des patients répondeurs. On dit que 30% des patients diminuent leur douleur de 50% et 50% des patients diminuent leur douleur, l'intensité de leur douleur de 30%. Et ce n'est pas rien une nouvelle fois. Une sclérose en plaques, un AVC, des douleurs neuropathiques à petite fibre, quand on est en échec de thérapie, juste en mettant l'immobile contre la tête, la séance dure 20 minutes, sans effet indésirable. On fait 9 séances d'affilée, 10 séances d'affilée, et que la personne réponde, et qu'on espace derrière, parce qu'in fine, c'est des patients qu'on voit entre 3 à 10 fois par an. Entre 3 à 10 fois par an pour une séance de simulation de 20 minutes. Donc quand on diminue leur douleur de 30%, c'est déjà une victoire. Pour aller un peu plus vite, j'ai quasiment fini. La radiofréquence conventionnelle et pulsée. Conventionnelle, le principe a été inventé, reconnu, découvert dans les années 50, mais la première fois a été utilisé en 1974. On chauffe, notre aiguille chauffe à 80 et 85 degrés dans la zone de la douleur, et là on crame tout. On crame les fibres non myélinisées, donc les nerfs sensitifs sur le volet douleur, mais aussi on va cramer les nerfs, les racines myélinisées, les nerfs myélinisés qui sont les nerfs moteurs. Donc, conventionnel, on va le faire exclusivement, sinon c'est criminel, dans les territoires des nerfs sensitifs exclusifs. Quand il y a le nerf moteur associé, on ne touche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par radiofréquence pulsée. Principe 95, première utilisation en 96. Pareil, on va avoir des impulsions électriques, mais espacées. Du coup, il n'y a pas de réchauffement. Et vont être concernées que les fibres non myélinisées ou très peu myélinisées, qui sont les fibres sensitives et pas les fibres motrices. Et le principe est tout à fait différent. On ne chauffe pas, on ne brûle pas, on ne crame pas. On agit sur l'expression des gènes anti-inflammatoires. On diminue, on inhibe la montée de l'information douleur vers le cerveau, et aussi on active la neuromodulation inhibitrice descendante pour que la personne ressente moins la douleur. Et par ce biais-là, même si on n'agit pas contre la cause, on va agir sur l'importance des signaux douleur qui montent au cerveau. Donc la personne va sentir moins. Les résultats ne sont pas aussi bons que conventionnels. Conventionnel, on peut avoir plusieurs mois, voire plusieurs années de résultats positifs avec une diminution de douleur, alors que sur pulsé,
peut-être une fois par an, il faut recommencer. Et voici les indications. Toutes les nerfs et tous les territoires qu'on peut traiter par radiofréquence. Présentation par Sylvie Raoul, qui est dans les 3 médecins les plus capés en radiofréquence en métropole, si ce n'est pas la première. J'ai fini. Je pense que je suis dans les clous. 21h15. 21h15, il reste 15 minutes de questions.